Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. On se retrouve sur notre plateau habituel, mais rassurez-vous, nous fonctionnons en équipe très réduite et nous respectons toutes les précautions nécessaires. Aujourd'hui, au programme, on parlera notamment du CHR Metz-Thionville qui envisage de rouvrir des blocs opératoires pour les chirurgies déprogrammées ou encore de la solidarité franco-allemande qui subsiste malgré la fermeture des frontières. Ce sera à voir juste après la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Demain, le ciel va se voiler progressivement dans la matinée. L'après-midi, on profitera d'un ciel plus lumineux. Les températures seront légèrement en hausse. Il fera entre 9 et 11 degrés le matin. L'après-midi, les maximales iront jusqu'à 23 degrés. Demain, nous serons le vendredi 17 avril. Nous souhaiterons une bonne fête aux Anissés. Le soleil sera avec nous de 6h34 à 20h27. Je vous laisse avec Thibaut pour la suite de votre émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on retrouve tout de suite l'actualité du jour dans notre Flash Info. La situation épidémiologique à l'hôpital Robert-Pax. Depuis le 12 mars, 642 cas ont été confirmés. 153 hospitalisés ont pu rentrer à leur domicile. Le nombre de décès s'élève à 91. À la date du 15 avril, 88 personnes étaient hospitalisées, dont 15 en réanimation. Frontières fermées au moins jusqu'au 3 mai. Le ministre de l'Intérieur allemand a prolongé la fermeture pour la Lorraine et le Luxembourg. Comme depuis le 16 mars, seuls les travailleurs frontaliers pourront passer par l'un des postes frontières ouverts entre la Moselle-Est et la Sarre. Les autoroutes de la SANEF remboursées pour les soignants. Pour cela, un formulaire en ligne est à remplir avec les attestations de péage et la carte professionnelle ou un justificatif d'exercice d'une profession relevant du personnel soignant. Cela concerne tous les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Ouverture des déchetteries du Pays de Bitche pour les professionnels. À compter du 20 avril, les entreprises, artisans et commerçants pourront uniquement déposer les cartons d'emballage et les sacs orange. Celle de Bitche sera ouverte le lundi de 13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. À Rohrbach, le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 13h à 17h. Collecte des sacs oranges du 20 avril au 2 mai. La CCPB organise la collecte des sacs oranges le même jour que la collecte multiflux classique. Ces sacs seront à déposer au sol à côté de votre bac roulant. Feu de broussailles à Beach-Camp. Un incendie s'est déclaré mercredi après-midi au camp militaire du 16e bataillon de chasseurs. 5 hectares de végétation ont été ravagés. Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers de Bitche, Rohrbach, Volminster et Sarreguemines. Il fait partie des hôpitaux entièrement mobilisés contre l'épidémie de coronavirus. Le CHR Metz-Thionville entrevoit depuis 10 jours une accalmie. C'est l'occasion d'envisager la réouverture de blocs opératoires pour les chirurgies déprogrammées. C'est un reportage de nos confrères de Via Mirabel. Avec 70 lits occupés sur les 100 déployés en urgence face à l'arrivée du Covid-19 en Moselle, les services de réanimation du CHR Metz-Thionville respirent un peu. Mais pas question de crier victoire, les patients dans ces lits sont dans des états graves. Néanmoins, cet effet de plateau de l'épidémie permet aux équipes du CHR de se projeter dans l'avenir en rouvrant des blocs opératoires. Depuis le début de cette crise jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fait que de l'urgence absolue. Nous sommes en train de passer là à une réflexion nous permettant d'envisager de reprendre l'activité opératoire, mais nous ne sommes pas encore en train de rentrer dans une activité opératoire en croisière. Déprogrammés dès le début de la crise sanitaire, de nombreux actes ne peuvent plus être différés. Cette urgence se fait particulièrement sentir pour les patients en chirurgie cardiaque ou viscérale. Le plateau plus l'augmentation de l'activité normale, ça rend les choses encore plus compliquées. D'autant plus qu'il faut qu'on travaille en filière différenciée entre l'activité Covid et non-Covid pour ne pas contaminer les patients non-Covid hospitalisés en réanimation ou ailleurs dans l'hôpital.
Le CHR Metz-Thionville envisage donc une reprise progressive par palier de son activité, mais face aux multiples inconnus qui entourent le déconfinement, les équipes restent prudentes. Dans l'hypothèse d'une nouvelle vague de Covid-19, les lits fermés seraient rouverts en moins de 48 heures. Pour les frontières, la réouverture n'est pas à l'ordre du jour. Depuis le 16 mars, elles sont toujours fermées. Pour certains, cela laissera des traces sur les relations franco-allemandes. Pour d'autres, cette fermeture ne freine pas la forte solidarité médicale. La Sarre ou la Lorraine, aidez-vous les uns les autres et restez forts. C'est le message de la banderole qui orne le pont de l'amitié entre Großblittersdorf et Kleinblittersdorf. Une invitation à la solidarité plutôt qu'au repli sur soi en temps de pandémie. Pour Philippe Kremer, linguiste originaire de la Sarre, la fermeture des frontières aura des conséquences sur la stratégie France. Les frontières fermées, les contrôles de la police fédérale ont une valeur très symbolique. La politique en Allemagne, la politique en Sarre semble marquer le coronavirus comme un problème qui vient de l'extérieur. Donc comme si les Français et les Françaises qui viennent en Sarre présentaient un danger potentiel. Dans ce contexte, la stratégie France risque justement de perdre une partie de sa crédibilité auprès des partenaires parce que le noyau de la stratégie, c'est justement la communication interculturelle qu'on veut promouvoir. Pour tous les projets qu'on va entamer dans le cadre de la stratégie France, il va y avoir des questions, à savoir si l'on peut vraiment compter sur les partenaires en Sarre, ou bien est-ce que l'Allemagne va fermer ses portes à chaque fois qu'on fait face à des difficultés? Si l'Allemagne a fermé ses frontières, la Sarre a ouvert ses hôpitaux aux Français atteints du virus. C'est vrai que c'est un geste très important, très concret aussi, mais pour un grand nombre de personnes, la fermeture des frontières est concrète aussi, donc il est difficile de comparer les deux. Pour Roland Theiss, 25 ans après le traité de Schengen, la fermeture de la frontière est un cauchemar. Il faut savoir que la fermeture d'une frontière, ce n'est pas une décision sarroise. La compétence pour cette décision réside au gouvernement fédéral, donc ça a été décidé à Berlin et non pas à Saarbrück. Et cette décision, bien sûr, a fait débat chez nous. Et en plus, nous étions le seul gouvernement régional en Allemagne qui a demandé officiellement la réouverture de nouveaux passages frontaliers et ainsi nous avons réussi à convaincre le niveau fédéral à rouvrir le passage frontalier de Petite Rossel, Großrossen et nous voulons en plus l'ouverture de celui de Großblittersdorf. Malgré des frontières fermées, l'homme politique se félicite que la coopération sur un plan médical continue d'exister. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas seulement les symboles politiques, mais c'est la solidarité des faits. Et quand je regarde la coopération, par exemple, de nos cliniques, de notre personnel médical, la bonne coopération, par exemple, des cliniques sarroises de Hombourg, de Völklingen, de Saarbrück, avec l'agence régionale de santé, moi je vois que la solidarité franco-allemande, la solidarité sarro-mosellane, elle est au rendez-vous. Les contrôles aux frontières avec la France restent maintenus jusqu'au 4 mai. C'est ce qu'a annoncé mercredi le gouvernement fédéral. Nous sommes confinés depuis maintenant près d'1 mois et nous ne sommes pas à l'abri des kilos en trop. Que faire contre la prise de poids? Comment garder une alimentation saine et équilibrée durant ce confinement? Morane Grancola a posé la question à une diététicienne. La plus grande mauvaise habitude, en fait, c'est tout simplement le grignotage, qui est induit par plusieurs erreurs qu'on aura tendance à faire. La première, c'est l'ennui, puisque du coup, on est beaucoup à être confinés à la maison, à ne pas travailler. Du coup, les journées sont relativement longues, on se laisse un petit peu porter. Donc, c'est vrai que l'ennui a tendance à nous amener à vouloir grignoter simplement pour passer le temps. La seconde chose qui est aussi liée au grignotage, c'est les repas un petit peu sur le pouce, puisqu'on se laisse un petit peu porter par cette journée, on n'a pas de rythme particulier, et du coup on a tendance à manger un petit peu comme ça à gauche à droite. On n'a pas de réel repas. Et le gros problème, c'est que du coup, sur l'instant ça va, mais c'est des choses qui ne rassasient pas, donc on aura tendance à vouloir grignoter. Vraiment important, c'est de garder
un pseudo-rythme, même s'il est décalé par rapport à son rythme habituel, c'est pas dramatique, ça vous rythmera un petit peu la journée au niveau de l'alimentation. Et après, on essaye tout simplement de manger équilibré. Avoir une assiette qui nous apporte tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir évidemment tout ce qui est féculent, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Mais surtout les choses qu'on a tendance à un petit peu laisser de côté, on voit un petit peu dans les cahiers des gens, c'est tout simplement les légumes en fait, et avec une source de protéines. Donc on essaie de construire son assiette de manière équilibrée, en évitant tout ce qui est aliments très caloriques, comme les panures, la charcuterie, les pizzas, toutes ces choses-là, évidemment. Ce qui est primordial, c'est de s'organiser au niveau des plannings de menus. Avant ces courses, il faut essayer de prévoir des menus sur une semaine à 10 jours, puisque du coup, on peut tenir sur ces termes-là en termes de courses. Donc, prévoir, lundi, on va faire, je sais pas, un steak haché avec des haricots, des pâtes, mardi du poulet, etc. Donc, prévoir, c'est vraiment le grand du travail, puisque si on prévoit, on va pouvoir faire sa liste de courses en fonction et on n'est pas pris de court. La seconde chose, c'est aussi de s'organiser en faisant ses menus sur la semaine ou les 10 jours. Donc ce qu'il faut essayer, c'est de privilégier au maximum les fruits et légumes frais. Et puis ensuite, une fois qu'on a limité un petit peu, c'est-à-dire qu'on a passé ces légumes frais, on s'oriente un petit peu plus vers les légumes congelés et les légumes en conserve, qui sont tout aussi bien que le frais, il ne faut pas les laisser de côté. Après, il y a aussi des choses qu'on oublie bien souvent, mais on a les paniers producteurs. On a beaucoup de producteurs dans le secteur et autres qui mettent à disposition des paniers avec des légumes, avec des produits frais. On a un drive qui a été mis en route aussi, un drive fermier. Donc c'est des orientations qu'on oublie bien souvent, mais ça serait l'occasion effectivement de s'orienter vers ces choses-là pendant ce confinement. Des effets possibles sur notre physique, mais également sur notre morale et notre santé mentale. Le confinement peut générer stress, angoisse ou encore une dépression. Le Centre Pierre Janet de l'Université de Lorraine à Metz et sa vingtaine de psychologues ou psychothérapeutes se sont mobilisés dès le début de la crise. Ils offrent gratuitement des consultations à distance par visioconférence. Ils proposent aussi quelques exercices pratiques pour faire face à ces émotions. Regardez. En un mois, le Centre Pierre Janet de l'Université de Lorraine a réalisé une centaine de téléconsultations. Un dispositif gratuit pour venir en aide aux personnes psychologiquement impactées par la crise sanitaire ou le confinement. Et les motifs de consultation sont d'ores et déjà nombreux. Des sentiments de stress, des sentiments d'angoisse, des idées noires, des difficultés de sommeil, des types de consommation qui vont être différentes, peut-être plus de consommation d'alcool, plus de consommation de certains types d'aliments, sucrés, salés ou autres, qui vont avoir un effet compensatoire, des répercussions sur la vie de famille aussi, des difficultés à tout gérer, à être submergé, à se retrouver en télétravail et pour autant devoir s'occuper de la famille, ou de se retrouver complètement isolé, seul, sans contact, sans soutien. Plus qu'une simple écoute, ces professionnels issus du monde universitaire proposent à leurs patients des outils thérapeutiques innovants avec un objectif, apprendre à réguler ses émotions et à mobiliser ses propres ressources pour mieux développer ses capacités à faire face. Déjà, commencer par la respiration, c'est un outil qui est simple, qui est facile d'accès pour tout le monde, qui demande effectivement peu de temps et qui est efficace rapidement, comme la cohérence cardiaque, qui est disponible sur notre boîte à outils, qui consiste à faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Ça agit effectivement déjà pour faire diminuer le niveau de stress et d'anxiété, mais l'intérêt, c'est surtout de l'utiliser de manière préventive. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider à mieux assumer la situation et aussi à s'autonomiser, à se rendre compte que la plupart du temps, ils ont les ressources et les qualités pour y arriver. L'équipe du Centre Pierre Janet peut prendre en charge jusqu'à 450 rendez-vous téléphoniques par semaine. Pour l'heure, le pic est encore loin d'être atteint, mais la vingtaine de psychologues et psychothérapeutes se préparent déjà à une période bien plus intense dans les semaines à venir. On a eu l'exemple en Chine des collègues psychologues, psychothérapeutes chinois qui sont intervenus plutôt dans un deuxième temps, en fin de confinement ou en début de déconfinement, quand là, il y avait les premiers symptômes effectivement d'épuisement qui sont apparus pour les professionnels, mais aussi pour tous les citoyens. Soucieux de permettre au plus grand nombre d'accéder à des méthodes issues des derniers résultats de la recherche appliquée en psychothérapie,
le centre Pierre-Janet a aussi mis en ligne une boîte à outils accessible à tous. On y retrouve des exercices de respiration, de relaxation, des activités physiques, mais aussi des lectures scientifiques ou encore une page tout particulièrement destinée aux enfants. Avec la fermeture de la restauration collective, le GAEC de Salm, situé à Vieux-Moulins, doit revoir sa façon de transformer son lait. Les gérants se tournent désormais vers les particuliers et ont adapté leur ligne de production de laitage. C'est un reportage de Via Vosges. Le travail auprès des 80 vaches du troupeau du GAEC de Salm à Vieux-Moulins, près de Senones, ne change guère depuis l'arrivée du coronavirus. Ce que le confinement bouleverse par contre, c'est le travail de transformation. Les salariés sont en chômage partiel. Quand il a annoncé qu'il fermait les écoles le jeudi, j'avais environ 800 kilos de crème dessert dans le camion qui était prêt à être livré à la Sodexo, à la cuisine centrale de Nancy. Donc ça a été 800 kilos qui sont passés à la fosse, j'ai pas pu les donner, personne n'en voulait, même pas les Restos du Cœur, puisqu'ils ont été vite fermés aussi. Et tout s'enchaîne. Le GAEC vend principalement ses laitages bio aux restaurants d'entreprise et aux cantines qui commandent de gros volumes commercialisés en seaux. Environ pour le mois de mars, 25 000 €. Pour le mois d'avril, j'estime à 30 000 € de perte de chiffre d'affaires. Donc on va faire environ, avec les magasins et le drive fermier de Saint-Dié qui a là pour le coup explosé, on fait 10 fois plus de chiffre d'affaires. Ça va nous permettre de payer nos charges. Et ainsi de limiter la casse. Ça va partir à la cuisine centrale de Nancy, Sodexo, pour les personnes âgées et les portages de repas aux enfants de personnel soignant. Pour rebondir, après une première semaine catastrophique, il a fallu tout réorganiser pour proposer davantage de petits pots individuels et trouver de nouveaux points de vente. La semaine-ci, on a travaillé sur 4 jours parce que finalement, j'ai récupéré un magasin en Moselle qui m'a pris 500 pots la semaine dernière, même qui m'a vite rappelé pour me dire ramène-en le double. Donc forcément, on va falloir produire beaucoup plus. Ce qui va m'embêter, c'est que le jour où ça va reprendre, parce que les points de vente, là, je vais les garder. Et je pense qu'il va falloir passer en 2-8, voire prendre quelqu'un pour livrer. Une bonne nouvelle pour cette ferme gérée par 2 beaux-frères, car la transformation et ses débouchés ne sont pas leur seul souci. La situation diminue leur capacité de trésorerie. Il est inenvisageable d'acheter du fourrage et pourtant. D'habitude, je ne les mets pas dehors à cette période, mais j'ai une lisibilité. C'est-à-dire qu'on a du stock, la pousse de l'herbe, elle est en route, il y a de l'humidité dans le sol. Là, je m'inquiète parce que le vent du nord a soufflé pendant plusieurs semaines. La croûte, elle est là formée. Les 5 à 10 premiers centimètres ne sont pas du tout humidifiés comme d'habitude. Et ils n'annoncent pas plus que ça. Et ils annoncent encore du temps sec derrière un éventuel passage de pluie. Donc si je lâche aujourd'hui, je vais me retrouver un peu le bec dans l'eau pour faire des premières récoltes après. Le changement climatique, éclipsé par la situation sanitaire omniprésente, reste le principal souci à long terme de cet élevage. Les enfants continuent de faire école chez eux. Et pour assurer cette continuité pédagogique, la ville d'Épinal propose un service de livraison de devoirs à domicile. Il est destiné aux familles en difficulté qui ne disposent pas d'Internet ou de matériel informatique suffisant. Comment suivre ses cours, faire ses devoirs lorsqu'on n'a pas Internet à la maison ou qu'on ne dispose que d'un seul ordinateur pour plusieurs utilisateurs. En complément du dispositif national Devoirs à la maison lancé par l'Éducation nationale avec la Poste, certaines municipalités s'organisent en France pour permettre aux enfants confinés de suivre une scolarité à peu près normale. C'est le cas à Épinal où depuis vendredi dernier a été mis en place par la ville à la Maison des Sports et de la Jeunesse un service de livraison de devoirs à domicile pour familles en difficulté. Les directeurs d'école nous ont contactés pour nous dire qu'ils appelaient les familles, les enseignants appellent les familles chaque semaine et ils se sont aperçus que certains enfants ne faisaient pas de devoirs depuis le début du confinement. Malgré l'ENT, l'espace numérique de travail qui est mis en place pour toutes les écoles d'Épinal, on a décidé de mettre en place une livraison de devoirs à domicile comme ça se fait dans le cadre de Épinal Solidaire pour les courses. Ça c'est pour Sakina et...
Les enseignants ont préalablement listé les familles dont les enfants ne suivent pas le programme et 2 options leur sont alors proposées. Soit envoyer les devoirs à la mairie via une boîte mail spécialement dédiée, soit les mettre eux-mêmes sous enveloppe libellée. Dans les 2 cas de figure, ce sont des employés municipaux qui les réceptionneront puis les distribueront à domicile, comme c'était le cas ce mardi sur le plateau de la justice où nous avons suivi Christine et Nourdine dans leur nouveau métier provisoire. Je fais des ATE, je fais des initiations pour les personnes âgées en informatique. Et ça, c'est en temps normal? Ça, c'est en temps normal, effectivement. Je travaille au bureau information jeunesse en tant qu'animatrice information jeunesse. Oui, bonjour madame, c'est la mairie d'Épinal. J'apporte des devoirs pour enfants de la part de l'école Jean Massé. Vous pouvez m'ouvrir, je vous mets dans la boîte aux lettres. D'accord? Merci. Et aller d'immeubles en immeubles, ça n'est pas toujours aussi évident qu'on pourrait le penser. C'est long, il faut être motivé, il faut trouver les adresses, les numéros. Les gens ne répondent pas toujours à l'interphone, les noms ne sont pas toujours sur les boîtes, mais on se débrouille. Ici sur le plateau de la justice, il y a beaucoup de personnes qui sont des familles nombreuses, qui ont des moyens moindres et donc qui n'ont pas toujours à disposition Internet. Il y a un ordinateur quelquefois pour plusieurs enfants, donc le temps que l'un laisse la place à l'autre, ça prend du temps et donc c'est plus aisé pour eux d'avoir les documents papier sur lesquels ils peuvent travailler. C'est beaucoup mieux, c'est plus facile, pour les petits c'est plus facile. Ah, c'est beaucoup plus facile. Que Internet, des fois ça bug et puis avec le nombre d'enfants, j'ai pas de matériel donc c'est pas facile. Quant à la réouverture progressive des écoles à compter du 11 mai, ils disent le 11 mai, moi j'ai du mal à y croire, je vais pas remettre mes enfants, mes 4 enfants comme ça à l'école, je travaille pas donc je préfère les garder avec moi, je suis sûr. Pour l'heure, 3 binômes, on appelle cela des équipages, sont régulièrement sur le terrain pour distribuer les devoirs et le cas échéant du petit matériel scolaire. Rien que pour la première journée de vendredi, ce ne sont pas moins de 150 enveloppes qui ont été déposées dans les boîtes aux lettres. Pas de télétravail pour Kevin Houlet. Cet habitant de Petite-Rosselle occupe toujours son poste à plein temps en Allemagne. Il profite pour faire ses courses, mais aussi celles des voisins et d'autres personnes. Des oreilles ont entendu parler de ce jeune homme qui, chaque jour, passe 2 heures de son temps, après sa journée de boulot, à acheter et livrer courses et médicaments. TV8 nous partage leurs images. Kevin habite Petite-Rosselle et travaille en Allemagne dans une entreprise de BTP. Chaque soir, il prend quelques heures après sa journée pour venir en aide à des voisins pour l'achat et la livraison de produits de première nécessité et de médicaments. Les personnes âgées, j'ai des personnes handicapées aussi, et des personnes isolées. Et après, je me limite à ça parce que c'est eux qui en ont besoin le plus. Mais Kevin n'a pas attendu cette situation de crise pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Comme dit, avant le confinement, depuis des années, je suis toujours pour les petits vieux du quartier, à leur écoute, à leur demande. S'ils ont besoin de quelque chose, je suis là, je suis le premier à sauter. Donc c'est de bon cœur que je le fais et que je le ferai toujours. Une aide qui était au départ destinée à ses voisins, mais qui a pris de plus en plus d'ampleur avec le bouche à oreille. D'abord, c'est le contact par Facebook ou bien par téléphone. Et ensuite, je vais voir la personne, je récupère l'argent. Et puis le lendemain, les courses sont à leur disposition. Un beau sourire et puis on échange quelques mots et puis je repars. Pour une dame du quartier, son mari qui est hospitalisé, donc elle doit rester en quarantaine. Et je vais m'occuper de son ordonnance. Et après les achats, place maintenant à la livraison. Voilà, je vous en prie. Ja, nee, das ist kein Problem. Ich bin da, ich rufe nur an und ich bin da. Ok, merci. Normalement, c'est la dernière, il fait le course pour moi et maintenant je vais appeler le Kevin pour le médicament. Je trouve que ça c'est très très bien. Voilà, ça c'est chapeau pour le jeune. Ah bah, je suis heureux, du coup je vais passer à la prochaine personne, prendre des nouvelles et puis déposer son colis. C'est ça que j'aime bien dans ces moments-là, le partage, on rigole, on échange. Ceux qui sont seuls parlent de leurs angoisses, j'essaie de les réconforter et puis un petit mot doux et on rigole un peu et puis c'est déjà oublié. Ah oui. Il y a le soleil donc ça va? Ouais. Voilà, s'il te plaît. Attends, je te rends 2 centimes. C'est bon pour Kevin.
C'est gentil, merci. Merci. Quand j'ai besoin de toi, je t'appelle. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. De voir le sourire des personnes. Et merci. Et je vois que les yeux ils brillent. C'est important parce qu'il faut garder le contact humain, la solidarité. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Voilà. Le truc est terminé. Voilà. Une journée bien remplie. Voilà, satisfait? Ah, satisfait. Je vais déjà reprendre les prochaines commandes pour demain. Et puis, je vais voir ma petite famille. Elle me manque aussi. Pendant le confinement, on peut avoir envie d'essayer à d'autres activités comme le jardinage. Mais on n'a pas tous un jardin ou de l'espace pour se lancer dans cette aventure. Pourtant, même en appartement, vous pouvez faire pousser des graines avec un peu de matériel. Voici un petit tuto. Aujourd'hui, je vous propose de tester les semis de basilic pour démarrer votre petit jardin urbain. Pour le matériel, il vous faut des graines, si possible bio, du terreau pour semis, vous pouvez en trouver en grande surface, des petits pots en tourbe ou en plastique, mais vous pouvez également utiliser des coquilles d'œufs, une boîte d'œufs ou une grosse bouteille que vous coupez en deux. De quoi arroser en pluie fine avec un vaporisateur. Si vous n'en avez pas, une bouteille en plastique dont vous percez le bouchon fera l'affaire. Du film plastique, facultatif, des billes d'argile. Elles permettent de garder l'humidité. Première étape, dans votre contenant, mettre du terreau aux 3/4, humidifier le tout, puis creuser un petit trou au milieu. Placez ensuite les graines. Attention à ne pas trop en mettre. Les graines de basilic, par exemple, ont tendance à se fondre entre elles et ne pourront donc pas germer. Saupoudrez ensuite de terreau. Là encore, ne pas trop en mettre, car les jeunes pousses ne seront pas assez fortes pour déplacer la terre. Arrosez à nouveau en pluie fine. Entourez ensuite le tout avec du film plastique pour donner un effet de serre et veillez à laisser une aération. Placez ensuite vos semis à la lumière. Une technique très simple, mais le plus difficile, c'est l'entretien. Pendant quelques semaines et avant de rempoter vos plants, il faudra veiller à les garder humides quotidiennement sans trop les inonder. Il faudra les placer près d'une fenêtre et surveiller la température. Dès les premières feuilles, pensez également à éclaircir vos plants pour une meilleure pousse. Après plusieurs semaines, et si les plants vous semblent forts, n'oubliez pas de les rempoter dans des pots plus grands. À vous de jouer. Les commerçants de Sarreguemines continuent d'être mobilisés. Ils ont souhaité garder le contact avec leur clientèle. Mosaïque Cristal les accompagne et leur offre chaque jour un moment pour s'exprimer. Aujourd'hui, c'est au tour de Philippe Schlotterbeck. On l'écoute. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Bonjour à tous. Pour l'instant, notre rôle, c'est de rester chez nous, afin de nous protéger mutuellement. Ce qui fait sens dans mon métier et m'énergise, c'est le contact, l'échange, le partage avec vous au quotidien. Voilà ce qui me manque actuellement. Voilà ce qui vous manque à vous aussi sûrement. En attendant de vous revoir, je tiens à féliciter les soignants, infirmiers, médecins, pharmaciens, pompiers, entre autres, qui prennent soin de nous, ainsi que tous ces commerces de proximité, grâce auxquels nous pouvons manger et vivre tout simplement. Merci à eux. Demain sera forcément différent, au regard des circonstances actuelles, mais demain dépendra surtout de nous. Au plaisir de se revoir, au plaisir de vous revoir, à demain. Prenez bien soin de vous.
Difficile de confiner l'expression artistique de notre magicien de cœur. Pour l'Arceuse des Chênes, Alphonse nous dévoile aujourd'hui les secrets de la disparition d'une pièce de 2 €. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire disparaître une pièce de 2 €. Comme nous avons beaucoup de temps, vous pouvez vous entraîner chez vous, bien sûr, à la maison. Et après, quand on pourra sortir, vous pouvez inviter plein d'amis et vous pouvez leur faire voir la disparition de la pièce de 2 €. C'est parti. Je vais vous faire disparaître une pièce de 2 €. Je la frotte contre mon bras. Je la frotte contre mon bras et je suis un petit peu maladroit aujourd'hui. Je la frotte contre mon bras. Je recommence. Je la frotte contre mon bras. Je vais recommencer. Je frotte contre mon bras. Et là, la pièce, elle disparaît. Vous voulez que je vous explique ? Regardez, la pièce, elle est là. Alors, je vous explique. Nous avons la main là, on frotte, on laisse tomber la pièce, on la remet dans la main, on fait ce petit manège 2 à 3 fois et à la 3e fois, on prend la pièce, au lieu de la poser dans la main, on la pousse. La pièce se trouve à ce moment-là. Alors, je recommence. Alors, ça donne ceci. Hop. Et là, on arrive et on va poser la pièce derrière le cou. On frotte. Et on revient. Et là, la pièce a disparu. Nous arrivons à la fin de notre journal, mais restez avec nous. Après une courte page de pub, retrouvez notre magazine du jour qui nous contera l'histoire du cyclisme à Sarreguemines. A tout de suite. Entrepreneur, on ne vous lâchera pas. Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État. Il peut représenter l'équivalent du quart de votre chiffre d'affaires 2019. Renseignements auprès de votre banque habituelle et sur bpifrance.fr. Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus ? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Sans doute entendu, dans les médias nationaux, le Tour de France est maintenu et partira finalement le 29 août. Une occasion pour nous de plonger dans nos archives pour le MAC du jour. Saviez-vous que le Tour de France est passé au moins 7 fois à Sarreguemines ? On vous en parle dans notre documentaire 130 ans de cyclisme dans la cité faïencière, signé Jean Berkel. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Prenez soin de vous.
La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Sarreguemines est une ville de cyclisme. On peut le prétendre pour plusieurs raisons. D'abord, elle compte plusieurs clubs. Le Sprinter Club, qui s'est fait une place parmi l'élite. Le Cyclo Club, club de cyclotourisme, avec ses 2 sections, route et VTT. Enfin, il y a les Conti Bikes, association hébergée chez Continental Sarreguemines, qui totalise 43 membres et qui en 2019 a eu l'honneur d'accompagner la caravane du Tour lors de la présentation à Sarreguemines. Continental étant l'un des 5 partenaires majeurs. Un événement qui permit d'exhumer une archive extraordinaire. Cette photo montre le passage de la Grande Boucle en 1922 à Sarreguemines. Elle est prise à l'angle de la rue des Généraux Crémer et de la Chapelle le mercredi 19 juillet. C'est manifestement la 3e fois que le Tour passe dans la ville sur le tracé entre Strasbourg et Metz. Les coupures de presse du Courrier de la Sarre montrent qu'au début des années 20, Sarreguemines était quasi systématiquement une ville-étape. Premier passage avéré en 1920, puis retour en 1921, 22, 23 et 1925. Dans un article paru en 1925, le journaliste local emploie une formule qui montre une habitude. La veille de l'événement, il écrit « Comme tous les ans, le Tour de France va passer dans notre ville ». En ce temps-là, un Alsacien originaire d'Orgewiller, un coureur professionnel de l'équipe Peugeot, fait régulièrement parler de lui. Le 18 juillet 1923, Joseph Muller arrive en tête à Sarreguemines, auréolé d'une victoire d'étape la veille entre Genève et Strasbourg. Son passage, sous les applaudissements, lui permettra d'empocher 70 francs. Mais cette 13e étape entre Strasbourg et Metz sera remportée par Henri Pellissier de l'équipe Automoto. Il sera aussi le vainqueur de ce 17e Tour de France. Près d'un siècle plus tard, cette page d'histoire est affichée aux abords du Palais du Luxembourg à Paris et en vitrine de la mairie de Sarreguemines. Elle témoigne d'un fait marquant pour la ville. Le Tour de France est passé au moins 7 fois dans ses murs et rappelle en creux l'engouement d'une cité pour la petite reine. C'est à la fin du 19e siècle, le 19 juillet 1888, que fut fondé le premier club de la ville. Des hommes issus des couches moyennes de la société créent le Radfahrer Club. La première sortie, 10 jours plus tard, conduira les adeptes de ce nouveau sport jusqu'à Hombourg via 2 ponts, aller-retour. La portion entre 2 ponts et Sarreguemines, longue de 33 km, nécessitera 3 heures pour ces funambules du vélocipède sur des chemins à peine carrossables. Heureusement, le matériel évolue. Les dernières nouveautés apparaissent en vitrine de commerce sarregueminois. En témoigne cet encart publicitaire de 1897. Le Radfahrer Club anime la vie de la cité à travers de nombreux événements festifs et familiaux. En 1903, il compte 84 membres, mais il n'est plus le seul. À la Belle Époque, 5 autres clubs seront créés, dont 2 à Neunkirch, 1 à Welferdin et 2 à Sarreguemines. Plusieurs disparaissent en 1914, comme beaucoup d'autres sociétés sportives. Après la guerre, le retour à la France est marqué par un changement de nom. Le Vélo Club Sarreguemines organise le championnat de Lorraine-Est et convie la population de la ville à la fête. En juillet 1923, l'annonce du jubilé des 35 ans de l'association, dans le Courrier de la Sarre, fait largement ombrage à l'actualité du Tour. Le 3 juillet, à peine quelques lignes pour la Grande Boucle de passage au Sable d'Olonne, tandis que le parcours de 70 km de la course locale occupe une demi-page. Le 11 juillet, la réclame et le détail des festivités figurent seuls dans les colonnes du Canard local. Pas un mot pour le Tour qui doit passer dans 7 jours. Il faudra attendre les 16 et 17 juillet pour retrouver les prochains résultats et une annonce pour donner rendez-vous aux membres du Vélo Club qui participent au pointage des coureurs. Le passage du Tour, le mercredi 18 juillet 1923 à 10h40, fera 15 lignes, mais en caractère gras. Le traitement médiatique, totalement anachronique au regard de ce qu'est devenu cet événement sportif, l'un des plus suivis au monde, va largement évoluer après la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, l'objectif est simple, sortir la ville du marasme économique causé par les conflits. Les commerçants s'y attellent en participant au premier Grand Prix sur une distance de 120 km. L'organisation est assurée par la pédale sarregueminoise. Mais l'événement sportif de l'année sera le passage du Tour de France le 22 juillet. En coulisses, les tractations pour financer et organiser l'arrivée de la caravane et des coureurs prendront plus de 2 mois.
Le 24 juin, la collecte réalisée auprès des industries et des commerces s'élève à 27 000 francs. Elle sera versée par chèque postal au Tour de France Équipe à Paris. Comme prévu, le passage à Sarreguemines attire une grande foule. De retour en 1953 pour le cinquantenaire, le Tour de France provoquera les mêmes questionnements et produira les mêmes effets, un succès populaire. Pour le cyclisme sarregueminois, les 30 Glorieuses seront synonymes de changement. En 1976, la section cyclotourisme prend son indépendance, donnant naissance au Cyclo-Club de Sarreguemines. L'association compte aujourd'hui 70 membres et organise régulièrement des sorties et des courses sur route ou pour les VTTistes. Comme tout cycliste, ses membres jouissent de 170 km de pistes cyclables qu'a déployé l'agglo de Sarreguemines depuis 2002. Des portions limitées à 20 km/h qu'empruntent plus rarement les coureurs du Sprinter Club, habitués à des cadences nettement plus élevées. En 2002, le club a accédé à la première division nationale, le haut du pavé. On avait 6 coureurs français de première division et 6 coureurs allemands. J'avais même posé la question au conseil général si ça ne gênait pas d'avoir 6 Allemands. 6 Français, non, il n'y a pas de problème, parce que les Allemands, ils n'ont pas de moyens financiers, les clubs. Tandis que chez nous, les mécènes, ça existe, que ce soit Continental, la ville, le conseil général, le conseil régional, et j'en passe. Donc on a vu le maillot de Sarreguemines, bleu, blanc, rouge, j'aime bien la couleur, on les a vus gagner partout en France. Le club aujourd'hui, c'est très peu de jeunes, je veux dire malheureusement, ça devient compliqué de trouver des cyclistes, des jeunes. On a des jeunes qui veulent progresser. Il y a une équipe, on va dire, senior. Je veux dire, le but principal, c'est ces jeunes maintenant d'être encadrés par les seniors, qui leur permettent de s'entraîner, on va dire, correctement, qui puissent, on va dire, découvrir et comprendre la course. On est là pour ça, on a du matériel à disposition pour leur prêter en phase transitoire pour un départ et ensuite les accompagner aussi en prêtant par exemple des vélos contre la montre, des choses de cet ordre-là. Et donc avec cet appui après de jeunes et avec un mélange avec les anciens, c'est de créer de nouveau, constituer une équipe première. Mais pas d'ambition, on va dire, de réaccéder à une division nationale.